Bonjour à toutes et à tous, je suis Annelise Selzer et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Lean Connection, un webinaire de l'Institut Lean France destiné aux curieux comme aux passionnés du Lean. Le but de notre rendez-vous mensuel est de vous faire découvrir le Lean sous toutes ses formes, grâce à des entretiens avec des femmes et des hommes qui le pratiquent au quotidien ou écrivent sur ce sujet, et vous donner ainsi envie d'en savoir davantage et d'en retirer des apprentissages pour vous-même. C'est parti! Je vous accueille ce soir, je suis ravie de vous retrouver. Merci à tous d'être là pour notre nouveau et dernier rendez-vous avant l'été. Et voilà, on va faire une petite coupure de 2 mois. Donc, merci aux participants. Et puis, évidemment, merci à mes 3 intervenants du soir. Donc, Juliette Dumas, Rémi Luciani, Marc-Antoine Guichard qui vont se présenter un peu plus dans quelques minutes. Alors, ce soir, on va parler de votre job à tous les 3. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il s'appelle Lean Officer dans votre fiche de poste, en fait, ou l'équivalent de fiche de poste, mais globalement, vous avez tous les 3, là où vous êtes, dans des secteurs d'activité différents, un rôle de ce qu'on appelle effectivement Lean Officer. Et c'est de ça dont nous allons parler ensemble ce soir, pour mieux comprendre ce qu'il y a dans cette fonction, si c'est la même chose un peu partout, en tout cas dans tous les types d'organisations. Vous êtes 3 parce que ce qui me semblait intéressant, c'était de le regarder sous différents angles avec des secteurs d'activité différents. Donc, du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Dumas. Juliette qui travaille aujourd'hui chez Chopard. Donc, Chopard, c'est de la joaillerie, c'est donc du luxe, c'est peut-être aussi d'autres choses, d'ailleurs, tu nous diras. Voilà, mais qui a aussi une expérience avant chez Aramis, donc c'est plutôt service et logistique. Je ne sais pas comment tu le définirais. À ses côtés, et où elle est entourée, Juliette est entourée de Rémi Luciani, qui travaille lui chez Théodo, donc c'est de la tech, et c'est vraiment des applis, du web, et on voit que le lean est de plus en plus présent dans la tech, donc c'est intéressant de se poser, est-ce que ce nouveau secteur d'activité finalement offre une fonction de lean officer qui est la même qu'ailleurs, et notamment que dans l'industrie, puisque Marc-Antoine Guichard, lui, est vraiment typiquement dans un monde industriel chez Ellerman Titon, fabricant de pièces pour notamment l'industrie automobile, c'est ça? Notamment, ouais. Voilà, donc Un peu et, toutes les... aéronautique, enfin en tout cas voilà, Ouais. mais vraiment de la fabrication industrielle plus traditionnelle, ou en tout cas on a plus l'habitude de voir le lean historiquement. Donc voilà, on a du coup une palette de lean officer avec nous et j'en suis ravie et je vous remercie par avance. Alors, je vais essayer, hop, alors ce que j'ai fait, tiens, ce que j'ai fait, et je vais essayer de le partager et ce qu'on va le trouver, c'est, je me suis dit, tiens, finalement, et on en avait même parlé ensemble, qu'est-ce qu'on dit sur un Lean Officer sur Google? Alors, sur Google, je vais essayer d'aller chercher les slides, voilà, qui sont là. Et alors, sur Google, hop, je vais vous montrer ce qui sort quand on tape Lean Officer. On voit d'abord, hop, ça. Donc, c'est bien parce que je sors en premier. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai vraiment tapé Lean Officer. Et donc, on a en premier, alors c'est moi parce que voilà, mais c'était le Lean Summit 2020 qu'on avait fait avec notamment 3 thématiques, dont celle de apprendre un Lean Officer. Donc, ça sort en premier et ça, c'est chouette. Et après, on a bizarrement les 5 axes du manager Lean. Et puis après, on voit des questions. C'est quoi le Lean Office? Quels sont les 5 principes du Lean? Quel est le but du Lean? Voilà. Et puis celle d'après, là, on voit quand même un peu plus apparaître le Lean Officer, au moins en dernière ligne. Mais on parle beaucoup de Lean Manager, voire de PMO. J'ai trouvé que c'était pas inintéressant d'ailleurs, PMO versus Lean Office ou Lean Officer. Et puis voilà. Donc voilà ce qu'on dit sur Google. Pour ne rien vous cacher, je suis même allée voir sur ChatGPT, forcément. Et du coup, bah, je vous proposerai de le voir tout à l'heure. On verra enfin si ChatGPT finalement parle bien de votre fonction ou pas, ou s'il y a encore du boulot à faire pour, voilà, pour diffuser quelque chose autour de la fonction jusqu'à ChatGPT. Alors, je vous ai présenté rapidement, mais vous allez le faire un peu plus profondément. Est-ce
ce que je sais, et, enfin, ce que j'imagine assez facilement, c'est que vous êtes tous les trois aujourd'hui lean officer, mais c'est sans doute pas une vocation qui est née à 18 ans, sortant du bac, en disant, tiens, je vais être lean officer comme mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, comme on veut être, je sais pas, avocat, médecin, voilà. C'était sans doute même pas une fonction que vous connaissiez, j'imagine, à 18 ans. Et du coup, bah, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à occuper cette fonction, votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené là, le hasard, l'envie, voilà. Et je propose qu'on commence avec Juliette, notre, Oui. voilà. Alors, ouais, effectivement, moi, je suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Moi, je suis issue d'une formation d'école d'ingénieur. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que ça me passionnait pas. Et du coup, j'en ai pas mal parlé avec ma famille. Et en fait, j'ai découvert le lean management au cours d'un stage en école d'ingénieur, je crois en deuxième ou troisième année, grâce à mon père qui avait une boîte dans l'aéronautique et qui avait un service lean dans sa boîte et qui m'a dit en gros, viens voir, te connaissant et puis connaissant tes compétences, ça pourrait te plaire, quoi. Et puis j'ai Donc, il y fait, avait quand même un truc autour de la famille, d'une certaine manière. ouais, quand même, exact. Bon, Ouais. aujourd'hui, si je parle de lean avec mon père, je suis pas sûre qu'on parle du même lean. Mais bon, en tout cas, il avait un service lean dans sa boîte dans l'aéronautique. Et puis, j'ai découvert ça comme ça. Et puis, j'ai fini mon école d'ingé et je me suis formée en parallèle de mes premiers jobs parce que quand tu n'as pas de diplôme là-dedans ou pas de certification, c'est très dur à vendre en sortie d'école. Donc, j'ai commencé à bosser dans le déploiement de la fibre optique, c'était ma formation. Je me suis formée au Lean et puis c'est comme ça que je suis arrivée chez Aramis Auto, que j'ai passé un peu plus de 6 ans de formation Lean, notamment auprès de l'ILF. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de relever un nouveau challenge qui était le Lean, mais dans un nouveau domaine. Donc, plus trop dans les services, dans le digital, dans le e-commerce, mais plutôt en production, dans l'horlogerie et Mm. la joaillerie de luxe. Et donc aujourd'hui, je suis lean officer chez Chopard. Et donc Chopard, c'est effectivement une maison qui propose des bijoux et des montres de luxe à Genève. Est-ce que tu penses ça, enfin, on reviendra dessus, mais, et sur ce que tu fais aujourd'hui chez Chopard ou ce que tu as fait avant chez Aramis, mais est-ce que ce changement de, ben, du coup, de secteur professionnel, de culture, t'a montré d'autres facettes du métier que tu n'avais pas explorées jusqu'à présent, ou c'est vraiment dans la continuité? Alors, ce qui a changé, c'est ma compréhension du TPS plutôt. D'accord. J'avais une certaine compréhension en l'ayant appris dans les services. Et quand je me rends là en Mm. production sur le terrain, c'est des problématiques qui sont différentes. Et donc, qui m'apportent une compréhension du TPS qui se combine, quoi. Ouais, Mais dans mon job, en termes de mission, ça se rapproche. d'accord. Donc, plutôt un approfondissement finalement Complètement. qu'une vision différente du métier. Bon, Exactement. super. Alors, Marc-Antoine, toi aussi, tu as eu un parcours équivalent ou pas du tout? Ouais, plus ou moins équivalent. Ouais. Moi, j'ai arrivé à mes 18 ans, bac, il y avait une chose que je voulais pas, c'est continuer la bio et la chimie. Donc, je me suis orienté évidemment vers l'aéronautique. Pas de bio, pas de chimie, que de la Le évidemment, vers l'aéronautique est déjà, mais en Donc, tout cas dans un truc hors tout ouais, ça. hors de tout ça, vraiment. Et du coup, par la suite, bah, j'ai fait des stages, notamment chez maintenant ex-Zodiac Aerospace, et j'ai eu un tuteur. Alors ça, c'était totalement en stage ouvrier qui me montre le cycle PDCA en me disant un peu, euh, un peu avec véhémence, ça t'apprendra pas à l'école, donc écoute bien. Et bah, il avait raison, puisque les cours de gestion de projet que j'ai eu après, c'était plutôt cycle en V, bien aéronautique, Mm. bien ISAE, Bien super-héros, classique. Mm. le classique. Et ça m'a trotté dans la tête, ça m'a intéressé. J'ai continué des stages toujours chez Zodiac. Et puis j'ai continué ma formation, donc totalement technique, parce que je voulais avoir un sentiment de fini. Mais je voulais pas du tout faire du BE ou de la conception, ce vers quoi mon école d'ingénieur Mm. s'orientait vraiment, hein. Et donc, du coup, j'ai cherché très large et en stage, donc tout sauf de la conception. Et
j'ai cherché notamment des choses qui avaient en rapport avec le Lean sur les quelques petites heures de cours que j'ai pu avoir là-dessus. Euh, je suis tombé donc avec un tuteur chez Thales à Elancourt. Pour ceux qui connaissent, qui travaillaient dans l'équipe, il y avait Charles Bert aussi, pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai été pris en stage là-bas et j'ai tout appris vraiment sur le terrain en ce qui concerne le Lean, le TPS. Et donc j'étais plutôt au niveau de la logistique à partir de là. Et puis j'ai continué chez Thales après. Là, ce coup-ci, plus trop en production logistique, mais plus dans la réparation. Et donc à Laval, Laval-Cholet, un peu Brive. Puis je voulais essayer autre chose aussi. Et donc, je me suis réorienté en me disant ce sera peut-être plus facile dans l'industrie auto. Donc, j'ai trouvé ce poste au sein d'Ehlers Titan où, en fait, je dis l'industrie auto, mais c'est une partie de notre marché où on fait donc de l'injection plastique. Donc, totalement différent. On n'est pas sur les mêmes problématiques que chez Thales, que ce soit en réparation ou même en production. Nous, on est vraiment sur de la transformation de matière, gros volume, gros mix. C'est un peu notre cœur de métier, un peu de la pièce spec, beaucoup de pièces spec. Et donc, du coup, ça a complètement changé le scope de l'industrie et c'est pas plus facile, contrairement à ce que je pensais. Au contraire, c'est tout ce qu'on avait, tout ce que j'ai appris en fait avant sur le terrain se change totalement et Mm. ce que je pensais être vrai devient faux et ce que je pensais être faux est finalement vrai. Donc c'est énormément d'apprentissage. Donc c'est super intéressant et c'est surtout la grosse différence, c'est que ça évolue et bouge beaucoup plus vite. Donc c'est là où il faut aussi être très habile. Donc déjà, effectivement, deux postes en tout cas dans ce secteur, même si c'était Ouais, pas exactement avec la même fonction, mm, et avec des choses que tu vois, voilà, qui te font changer d'avis aussi sur, c'est ça. ta compréhension du livre. Et alors toi, Rémi, si j'ai bonne mémoire, tu vas nous le dire, toi, tu as découvert ce poste de lean officer, en tout cas là où tu es encore aujourd'hui. Donc, un seul secteur en tout cas. Et tu n'es pas rentré en revanche comme lean officer, sans Non. doute, puisque ça n'existait pas sans doute d'ailleurs à l'époque. Ou à l'époque, non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Euh, pour juste prendre le temps de contredire un peu Marc-Antoine, j'ai vu le PDCA à l'école. J'ai même vu un diagramme de Ishikawa avec les cinquièmes sur le tableau et tout, parce que avant de faire du code, de la tech, du Mm. développement logiciel, je voulais faire de la recherche. En traitement du signal, vraiment des trucs très branchés physiques, mais déjà un peu sur la partie numérique du signal. Donc forcément, quand on fait de la physique, bah, parfois on tombe sur des gens qui ont fait de l'auto. Et il y avait un ancien de Valeo qui nous a fait un cours de qualité. Donc je me rappelle très bien de ce PDCA au tableau. Toujours est-il que de la recherche, je n'en ai pas fait parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce qu'il me fallait, c'était pas ce que j'imaginais. Donc j'ai switché à un moment donné. Je suis allé en école d'ingé et c'était une école d'ingé spécialisée en alternance et spécialisée dans la. J'ai pris une spécialisation dans de l'info, donc vraiment apprendre le développement logiciel au sens large. Et j'ai fait mon alternance chez Théodo. Et quand je suis arrivé, en effet, on était 7. On était 7, c'était en 2011, on était 7 dans un appart haussmannien. On partageait les locaux avec une autre boîte qui appartenait encore aux dirigeants à l'époque, qui était leur premier business qu'ils avaient lancé. Et donc, en effet, à l'époque, on commençait à se structurer sur les méthodes agiles qui Dans la n'étaient pas tech, encore à la c'était... Ouais. mode. Mm. Ah d'accord, c'était déjà en avance sur ce sujet-là, ouais. Alors, pour le coup, ouais, plutôt précurseur, en fait, au point que c'était pas facile à vendre. Donc, la première barrière, c'est quand on a réussi à vraiment vendre, à un moment donné, on va bosser en Scrum sans voilà, faire un cahier des charges en cycle en V, etc. Et puis, quand on a eu nos premières success stories, et ben, le truc s'est mis en marche. Et c'est sur, je pense, vers les années un peu après 2013-2014, en fait, les dirigeants de Théodo se sont dit, mais bon, à l'agile,
ok, c'est cool, mais en fait, il manque un truc. Et donc ils ont creusé, et puis là ils sont tombés, je sais plus trop comment, dans une conf, ils ont vu le TPS en japonais, enfin bref, ils se sont retrouvés Mm. comme ça, perdus. Ouais, je crois que Benoît Euh, le raconte dans une des conférences qu'il a ouais, faites. ouais, Ouais. Benoît raconte comment ils se sont mis au line, et je, j'ose à peine imaginer la sensation de l'époque. Et alors, je me rappelle plus exactement de l'histoire exactement, mais ils se sont mis ensuite à parler avec Régis Medina, et puis ainsi de suite avec Michael Ballet. Mm. Donc, au fur et à mesure, ils ont commencé à être très coachés sur le lean, et ça a fini par très vite se ressentir dans la boîte. Moi qui étais développeur, et puis après tech lead, donc team leader des devs, si vous voulez, je me suis retrouvé à faire du 5 colonnes. Et puis après, à un moment donné, je me suis retrouvé à faire du Kaizen. Et puis la personne qui me coachait toutes les semaines, c'était Benjamin Grandfond, qui était le CTO de Théodore France à une époque, et lui, qui justement, infusait aussi la pratique du lean dans la boîte. Donc, moi, progressivement, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre le truc, puis à lire un bouquin, puis un deuxième, Mm. puis à faire une formation avec Régis, et puis à animer un Kaizen dans une équipe. Et puis, un jour, c'était pendant le deuxième confinement, je crois, 2020, Benoît m'appelle et me dit, écoute, j'ai l'impression que les équipes font moins de Kaizen qu'avant. Le delivery prend beaucoup de place. J'aimerais bien relancer les ateliers Kaizen comme on faisait avant en 2017, où on prenait vraiment le temps de creuser des sujets et ensuite de faire des restis où on apprend des trucs intéressants. Euh, je pense que tu es une bonne personne pour le faire. Est-ce que tu es chaud? Moi, ni une ni deux, j'ai dit bah oui. Et puis, hop, voilà. Et parti. Et voilà, c'était parti. Donc, j'ai commencé à surtout faire du Kaizen. Et puis après, au fil du temps, à faire d'autres trucs dont j'aurai l'occasion de parler, j'imagine, dans tes prochaines questions. Absolument. Et j'étais en train de vous regarder et quand même, je me disais, évidemment, vous n'avez pas commencé enfin, à faire vos études en disant, je vais faire des études qui vont me permettre de devenir lean officer. En revanche, vous avez découvert ça et finalement, ça a été quand même quasiment votre premier job à tous les trois. Enfin, pas totalement chez Rémi, mais en tout cas assez vite dans le cadre d'un premier job, en tout cas au minimum. Et je me disais, mince, j'aurais dû faire venir aussi en quatuor, on va dire un plus âgé. Alors, je pensais là, dans ma tête, à Éric Prévost, qui était lean officer en fait chez Socla dans la boîte de Jacques Chess, qui est quand même, voilà, qui a été un des précurseurs du lean en France. Et je me demandais, et je me disais, lui, tiens, d'où il vient? Et c'est vrai que je sais même pas s'il vient pas du monde de la qualité, mais je suis pas sûre. Je lui redemanderai à l'occasion, mais parce que quand même, c'est intéressant de voir qu'on peut arriver à cette fonction. Il me semble par des parcours un peu différents qu'il y a des compétences à avoir qui sont intéressantes dans les fonctions, dans les études d'ingénieur que vous avez pu faire tous les trois à un moment, mais il y a aussi d'autres choses dont on va reparler. Qu'est-ce qu'il est bon de savoir faire ou quelles sont les qualités un peu clés. Et du coup, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui l'avait découvert même plus tard, au bout de 3, 4, 5 fonctions, pour voir voilà, s'intégrait dans son parcours. Mais ça arrive donc évidemment, puisque il y en a plein qui l'ont découvert, voilà, bien plus tard que vous trois qui êtes encore bien jeunes. Alors, donc on a compris comment vous l'aviez découvert, de manière un peu en cherchant ou en tombant dessus, parce que tu étais la bonne personne au bon endroit au bon moment, Rémi. Euh, et alors donc on a même quelqu'un, Amandine, qui nous dit, dans mon cas j'étais traductrice à la base. Eh ben, Amandine, vous nous raconterez ça tout à l'heure, parce qu'effectivement voilà, c'est un switch qui est pas si évident que ça, mais à moins que ce soit traductrice de bouquins ligne, on va voir, vous nous direz. Euh, alors, du coup, globalement, et pour au moins partager, parce que je pense que sont avec nous à la fois des lean officers peut-être ce soir qui sont intéressés par votre expérience ou des gens qui sont intéressés par ce que vous faites et qui essayent de mieux comprendre. Est-ce que vous pouvez nous décrire tous les trois en gros, quelle est votre mission principale ou vos missions principales telles que vous les pratiquez aujourd'hui et peut-être nous dire en quoi elles sont, enfin, qu'est-ce qui est super facile, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ou quelles sont les principales choses un peu clés à savoir sur cette fonction, selon vous, évidemment. Vous avez, vos différents points de vue sont intéressants à tous les trois. Par qui on commence? Marc-Antoine?
Allez. Oui, bah alors moi mon rôle c'est une création de poste chez Hellerman Titan. Ouais, Il donc y en a c'est trois intéressant dans le aussi monde. parce que voilà, Ouais, tu lances le poste, quoi. ouais, en France en tout cas. En gros, il y en a Ouais. trois dans le monde, dans tout sur tous les sites Hellerman Titan, un en Chine, un au Brésil et moi-même. Par contre, la direction veut que tout le monde s'y intéresse un peu. Euh, et donc, du coup, le poste, il est un peu en construction au fur et à mesure. Donc, au final, en fait, quand j'ai été embauché, c'était surtout pour faire du SMED. En gros, on m'a dit Le faire du SMAT, SMED. pour ceux qui ne savent pas, c'est faire du changement d'outils, Ouais, enfin accélérer le changement d'outils sur des presses, sur des voilà, mais ça peut être sur des logiciels sans doute, enfin sur des voilà, En fait, c'est tous plein les de choses. changements de série, puisque nous, on a des machines, donc des Changement de moules dans série. lesquels on vient mettre la matière plastique. Et donc, bah, j'ai un peu résisté au début, c'est pour ça que je disais, j'ai changé d'avis, c'est peut-être pas le bon sujet. Bon, il s'avère que c'est le bon sujet et que je me suis trompé, donc faut le reprendre. Mais du coup, l'idée, alors on en a rediscuté récemment avec mon patron, mais c'est vraiment l'idée, on est un peu dans une période, alors il aime bien le mot évangélisation, c'est surtout essayer d'en parler, de démystifier un peu la chose. Et on est en train d'essayer de concentrer mon rôle sur vraiment aider les personnes sur le terrain et les managers, donc à résoudre des problèmes, à faire du Kaizen et aussi donc à mettre en place peut-être des outils de visualisation issus du TPS et à mieux comprendre le TPS. Donc c'est un peu Ouais. tout ça, vers tout ça que ça Donc toi, tu es s'oriente. dans une boîte en fait qui est pas du tout mature, on va dire, en ligne, Non, où tu es le premier à on porter commence finalement vraiment. ce sujet, et donc ça ouvre un peu l'idée de déjà C'est partageons ça. ensemble ce que c'est que le lean et ce que ça peut apporter, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Il y avait il y avait des expériences un peu Six Sigma, très orientées, très Mhm. process statistical, process control, mais il n'y avait pas toute la partie lean, toute la partie que j'essaye d'apporter du coup. Ouais. Euh, c'est ton cœur de métier aujourd'hui. Il est fort possible que ça évolue avec le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de changements. Bon, pour l'instant, on va essayer de déjà poser la barre et puis avancer comme ça. Après, il y a de l'évolution. Là, pour l'instant, on est concentré surtout sur la partie opération. On a notre directeur général qui commence à se faire accompagner par Cécile Roche aussi. Donc, les choses se mettent en place, quoi. Donc oui, ça va gagner en, voilà, en intensité pour toi et pour la boîte au fur et à mesure. Alors Rémi, toi, tu étais dans une boîte où tu étais là depuis le début, enfin, ou en tout cas Ouais, très vite, et tu as grandi avec l'esprit lean aussi dans toute la boîte. Est-ce que du coup, entre le moment où tu as commencé et maintenant, ça a évolué? Il y a des choses voilà, qui sont qu'aujourd'hui, bah, ton job n'est plus le même, en fait. Et ce qui préfigure peut-être ce qui arrivera à Marc-Antoine dans quelques mois ou années? Peut-être. En effet, ça a fini par changer quand même au bout de la première année parce que le premier truc qu'on a voulu craquer, c'était un peu remettre l'esprit du Kaizen Mhm. au milieu de de la pièce. Et ça a plutôt bien marché. Évidemment, on pourrait toujours réussir à faire en sorte que ça marche deux fois plus. Mais l'idée, c'est que j'avais commencé voilà, à avoir quelque chose qui avançait pas mal. Et je commençais aussi un peu à transmettre le fait de trouver des problèmes, organiser des moments privilégiés avec des équipes pour faire des ateliers, etc. Donc, ça a commencé à me Des libérer un peu ateliers, du coup, d'espace. juste des ateliers de Kaizen, c'est ça? Tout à fait, des Ouais, ateliers parce de que Kaizen. toi, vous êtes vraiment rentré par le Kaizen, hein, c'est ça. On est vraiment rentré par le Kaizen. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment rentré par le Kaizen. La boîte, je pense qu'elle est vraiment rentrée plus par une forme de total quality management, où Mm. vraiment les équipes projet avaient leur tableau 5 colonnes, un bug, une résolution de problème, un retard, une Mm. résolution de problème. Enfin, donc il y avait vraiment cet esprit de chercher, voilà, à laisser rien passer, quoi. Euh, Moi, c'est un truc que j'ai vécu aussi en tant que dev et tech lead. Et après, sur le Kaizen, comme c'est quelque chose que j'avais déjà vécu aussi en tant que
que membre d'une équipe sur un projet pour un client. C'était entre guillemets facile de rentrer pour moi là-dedans, puisque le sujet ensuite, c'est pas tant de maîtriser le PDCA. En fait, le sujet, ça va être de trouver les gens qui sont motivés, de réussir les négos, de se dire si, on va vraiment pas chercher à délivrer comme des fous. En fait, vous passez votre vie à faire ça, on va chercher à faire autre chose, à prendre du Ouais. temps, prendre du recul. Mm. Donc, Ouais, comme ça, il y c'est a très eu important. Ouais. il y a eu un espèce de moment de décalage, en plus post-Covid, où en fait, post-Covid, il a fallu pas retourner la boutique alors que plus rien ne fonctionnait. Donc, il y avait une espèce d'ambiance de beaucoup de besoin de délivrer, ce qui est normal, et on a réussi à tenir et on est très Mm. content. Mais donc, remettre ça au milieu de la pièce, déjà, ça a été un premier effort, en fait. Alors évidemment, aujourd'hui, faut pas croire, hein, toutes les négos sont pas faciles, mais elles sont voilà, 1000 fois plus faciles qu'il y a 2 ans. Mm. Euh, Ensuite, là, mon job a un peu évolué. Je garde toujours le Kaizen. C'est pas forcément moi qui fais tous les ateliers, j'en fais encore certains. Particulièrement, moi, je suis tech à la base, hein. Mon truc à la base, c'était de coder des applis, de comprendre, faire de la conception, de l'architecture logicielle, etc. Donc évidemment, quand il faut commencer à faire du Kaizen avec une équipe recrutement ou commercial ou staffing ou finance, c'est pas mon métier. Mais la méthode reste la même, la curiosité reste tout aussi nécessaire. Et comme avoir eu différents types de clients, ça m'a permis de savoir très vite rentrer dans des trucs, j'arrive à me dépatouiller quand même et à engager les gens. Donc je cherche un peu plus, moi, à m'engager dans ce type de Kaizen plutôt que sur les Kaizen qui sont dans le cœur de métier, même si je lâche pas le truc. Et c'est à rajouter de la préparation de Gamba. Comme on a Mickaël qui vient une fois par mois et que en fait, il y a le groupe Théodo qui est séparé en plusieurs Filiale. startups. Mm. Il y a 11 boîtes dans la boîte. Et en général, on fait un Gemba chez une boîte le matin, un Gemba chez une autre boîte l'après-midi. Donc, ça fait 2 Gemba en une journée. J'aide les dirigeants, voilà, à préparer. On veut à chaque fois faire une lean review et présenter un Kaizen. Donc, en fait, c'est juste un Kanban qui me dit que c'est bien que je parle continuellement aux gens de tout ça pour avancer sur le fait de voir le TPS comme un truc qui est au cœur de la culture. Je rejoins Marc-Antoine là-dessus, hein. Il y a vraiment Mm. cette idée de se dire le TPS, c'est vraiment le noyau de notre manière de voir la boîte. Et comme on a des dirigeants qui ont commencé il y a bientôt 10 ans maintenant, c'est là en fait. Les gens ne sont pas en résistance. Évidemment que on est loin d'avoir tout le monde qui est capable de dessiner le TPS de tête, de expliquer plein de trucs. Évidemment, c'est pas l'idée, mais il n'y a pas de résistance là-dessus. Donc en fait, sur cette partie-là, ce qui compte, c'est plutôt de vraiment réussir à bien enseigner et s'assurer que les gens ne font pas n'importe quoi ce qu'ils ont entre les mains. Sachant que dans votre boîte, certes, ça a 10 ans, et il y a des dirigeants très impliqués. En revanche, il y a un turnover aussi assez Ouais, important. absolument, c'est Et la du coup, tech. j'imagine qu'il y a il y a un rôle important de, d'intégration des nouveaux dans cette culture Ouais, et de leur apprendre à se servir des outils, de la grille d'analyse, de lecture du TPS, etc. euh, pour pas être déconnecté finalement de la stratégie de la boîte, quoi. absolument. Et c'est un enjeu permanent dans la mesure où en fait, il n'y a rien de magique. En fait, la connaissance Non, tombe pas du bien sûr. ciel et en fait, c'est extrêmement organique et ça se passe par plein de manières différentes. Donc, euh, sur la partie Kaizen, c'est vrai que principalement, euh, moi, ce que j'ai en tête, c'est d'aider les managers et les team leaders à vraiment s'approprier le truc pour que ils se mettent eux-mêmes à impliquer les gens sur le terrain et que ce soit pas juste un vœu pieux ou un process Mm, bête. Parce mm. que bon, on a beau voilà aimer le truc et être coaché, etc. En fait, la bureaucratie elle est jamais bien loin. Et puis il suffit d'avoir le dos tourné 5 minutes et puis un process voilà bien rodé alors que Ouais. c'est pas ce qu'on veut faire. Mm. Donc Donc, il y a toujours du boulot, même 10 ans après. il y aura du boulot dans 100 ans. Voilà. C'est interminable.
Alors, du coup, là, on a eu une boîte qui commence en ligne, une boîte voilà, qui a grandi avec le lean et voilà. Alors, Juliette, toi, tu as deux expériences qui sont différentes et qui sont dans des boîtes. Alors, la première, Aramis, c'est peut-être un peu comme l'expérience de Théodo, je sais pas, tu vas nous dire. Et à l'inverse, là où tu es aujourd'hui, c'était installé avant que tu arrives, en tout cas. C'est ça qui était, du coup, forcément, c'est pas le même chemin. Et dans ton rôle, je sais pas si si tu le vis du coup différemment. Oui, c'est deux. Alors, autant comme les missions se ressemblent, les contextes sont extrêmement différents. Moi, chez Aramis, moi, j'ai eu la chance de connaître dès le début de la dernière transformation Lean qu'ils ont essayé. Donc, c'était très porté par Nicolas et puis c'était quelque chose de très culturel dans la boîte. Là, chez Chopard, c'est très différent. Donc, Chopard, c'est une maison qui est toujours gérée par la famille. Et donc, le Lean, c'est une démarche qui est très portée par le directeur industriel. C'est-à-dire que le reste, les RH, le marketing, ils savent pas ce que c'est, Rien? quoi. Ouais. Non. Donc, c'est très orienté production. Par contre, c'est porté par le directeur industriel qui gère la prod. Il y a une autre chose on était dans une boîte chez Aramis, j'étais dans une société très jeune, avec des profils qui sortaient plutôt d'école, qui avaient tout à Mm. apprendre. Là, j'arrive dans une société où c'est de l'artisanat, des gens qui sont très expérimentés et qui ont plutôt 20 ans d'expérience plutôt que deux, quoi. Mm. Donc, les contextes changent beaucoup. Par ailleurs, les missions changent pas tellement. Il y a une partie de moi, une grosse partie de mon travail, c'est quand même travailler avec les managers sur les conditions pour pouvoir appliquer le TPS. Ça, c'est la plus grosse partie de mon travail et qui est, à mon sens, clé pour pouvoir derrière faire tout ce qui est Kaizen, etc. Parce que tant Est-ce que qu'on tu n'a peux pas nous ça, en dire un tout petit peu plus sur les conditions par rapport aux gens qui sont avec nous ce soir pour être un peu plus concret sur ce que ça veut dire dans ce alors, que quand tu fais en tout cas. je pense à plein de choses, mais je pense notamment aux 5 éléments du Toyota Way, qui sont d'aller sur le terrain, qui sont la partie Kaizen Mind, teamwork, vous allez m'aider, Respect? respect, ouais, hyper important, et la partie Go and See, je ne sais pas si je l'ai dit celle-ci. Et Oui, en aller fait, sur le terrain, ouais, en tout cas, ça oui. revient. Ouais. Et donc, toutes ces conditions-là qui permettent derrière d'appliquer le TPS dans le bon sens, en fait, ce qui est très compliqué pour moi dans notre job, c'est de ne pas tomber dans les outils, qui est une des manières de voir le lean dans l'entreprise, et qui est de toujours rester focus sur l'intention qu'on a derrière les outils et d'essayer de transmettre ça aux managers pour que ça se passe le mieux possible et qu'on ait les meilleurs effets possibles pour les collaborateurs en termes de satisfaction collaborateur, engagement et donc, in fine, satisfaction client à la fin. Et donc ça, c'est quand même une grosse partie de mon job que j'anime aussi à travers des book clubs. Personnellement, j'ai énormément appris en lisant et énormément de bouquins. Je ne saurais même plus les compter, que ce soit des bouquins lignes, des bouquins pas lignes, mais ça aide énormément à mieux comprendre Mm. tout ça. Et donc, j'essaye à travers un book club d'animer justement tout ce qui est intention derrière le TPS et TPS dans sa globalité plutôt que les outils pour les outils. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, enfin pour moi, dans mon job aujourd'hui, à changer avec des gens qui sont expérimentés et qui ont des méthodes de travail depuis 20 ans, c'est la même chose. Mm. Donc, Ouais, c'est ça, ils ont une culture métier extrêmement forte. ouais, ouais, Ouais. vraiment, exactement. Et donc, ça fait 10 ans que 2012, donc ça va faire 11 ans là, que le Lean a commencé à la direction industrielle chez Chopard. Et donc, on apprend évidemment toujours tous les jours. Il y a aussi en parallèle évidemment beaucoup de soutien au Kaizen sur le terrain. Parce que bon, bah, pas forcément évident pour les managers de toujours mettre toutes Mm. les conditions, c'est pas instantané. Et donc, c'est aussi un peu une balance pour nous de passer du temps en support sur le terrain avec les équipes pour qu'ils puissent gagner en autonomie, qu'ils puissent développer leur apprentissage et qu'ils puissent s'approprier leur propre travail. Et puis, voilà, la bascule avec le côté management et comment on leur apprend à voir un peu différemment. Et c'est ce qui est aussi génial, c'est que quel que soit le contexte, je trouve qu'on a un job où on a un cadre qui est le TPS, qui s'applique, enfin pour ma part, je l'ai appliqué autant dans les services digitales avec des équipes Mm. très jeunes que là en production avec des équipes plus expérimentées, dans de l'artisanat, dans du luxe qui est un business complètement différent. Et en fait, le fait d'avoir ce cadre-là, en tant que lean officer, c'est génial pour s'éclater parce que bah, toujours des trucs nouveaux, quoi, qu'on Mm. comprend Mm. différemment et les gens nous nourrissent énormément de leur expérience pour pouvoir nous aussi le comprendre différemment.
Mm. Il y a une question de Diane qui disait, est-ce que Chopard, c'était ceux qui avaient présenté notamment des choses autour de la matrice des compétences au Lean Summit? Je pense que oui. Oui, ils avaient Ouais, présenté, alors il beaucoup n'y de a pas Kaizen, en que fait. ça, mais Mm. c'était le Kaizen exactement. En fait, la démarche, elle a été très fortement impulsée par le Kaizen et par la dynamique du Kaizen dans les équipes, où il y avait quasiment, il me semble, un Kaizen par jour au final de Ouais. l'année Mm. 2022, et ça a été beaucoup dynamisé à partir de ça. Et là, on essaye de enfin, de continuer évidemment à animer cette dynamique-là qui est en place maintenant, et puis d'essayer d'impliquer le management dans les conditions et dans quelle intention ils mettent derrière ça avec leurs équipes. Mm. Donc, ce qu'on entend bien, en tout cas dans vos trois témoignages, hein, c'est l'idée que vous bossez vraiment en relation forte, alors soit avec les dirigeants et ou les managers, ça dépend peut-être de vos organisations, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans comment on partage cet esprit Lean avec les managers ou les dirigeants. Ça, c'est intéressant. Alors après, avec des périmètres effectivement qui sont différents, hein. Juliette, on entend que tu es beaucoup plus sur la production, alors que peut-être, et sans doute Marc-Antoine, je fais l'hypothèse, mais je sais pas si j'ai raison, que c'est peut-être pas encore arrivé jusqu'au commercial ou au RH. Ça va sans doute commencer d'abord par la production. Ouais, on est sur les Voilà. opérations, nous. On a un peu l'IT. Voilà. En revanche, chez Théodo, et donc là où travaille Rémi, c'est vrai que c'est beaucoup plus largement déployé au-delà des frontières de la production ou du delivery. C'est vrai qu'on retrouve le Lean et les Kaizen, etc., sur des sujets, finance, RH ou quoi que ce soit. Du coup, toi, tu bosses effectivement avec eux, Rémi, toi, alors, toi ou tes camarades qui peuvent être aussi dans la même fonction. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, Marc-Antoine, toi, tu es tout seul à ce jour. Mais Juliette ou Rémi, vous avez des collègues avec peut-être des périmètres d'ailleurs différents un petit peu, mais vous n'êtes pas les seuls lean officers dans vos organisations, c'est bien ça, hein, l'un ou Alors l'autre. nous, de notre Oui. côté, on est Ouais. effectivement on est une équipe de enfin 4 personnes en tout. Et on en a dans chacune de nos manufactures, parce qu'on en a deux, une à Genève et une un peu plus au nord. Et ouais, on est répartis, on est plusieurs. Mm. Et Rémi, toi aussi, tu as des collègues ou Ouais, des collaborateurs d'ailleurs, je sais pas très bien comment Mais vous êtes euh, plusieurs en tout cas à accompagner les équipes. on est plusieurs, ouais. Moi, tout le monde est collègue. On est, je sais pas, 750 dans la boîte, mais en fait, il y a plusieurs boîtes dans un seul groupe, mais en Mm, fait, on est tous les uns à côté des autres quasiment. Donc, en fait, ce que je cherche à avoir, c'est au moins une personne qui est un peu mon relais dans chaque entité. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a encore cette entité où voilà, il faudra encore peut-être trouver quelqu'un. Donc ça se fait au fur et à mesure. En fait, le truc qui est très chouette d'avoir ça, c'est que bah, je mets globalement les pieds où je veux, hein. Moi, je peux aller voir qui je veux quand je veux. Je veux pas déranger les gens, évidemment, mais je peux pas tout le temps être partout et je connais pas tout le monde. Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un sur un terrain spécifique, ça débloque plein de choses. Là, je pense par exemple, il y a une des entités dans le groupe qui fait qui est spécialisée dans la data, aussi bien le data engineering que la data science, donc des sujets d'intelligence artificielle, on parlait de ChatGPT tout à l'heure, ce genre de modèles voilà, qui permettent d'automatiser des trucs industriels parfois très complexes. Depuis que je travaille avec Julie Prost, je ne sais pas si elle est là, elle m'a dit qu'elle passerait, au pire, coupe pas l'enregistrement. Hello Julie. Hello Julie. En fait, moi la data, j'ai jamais mis les mains dedans. Et elle, en fait, le fait qu'elle ait l'expertise et en plus qu'elle soit sur le terrain, elle arrive en fait à craquer des négos. Ah, salut Julie. Elle arrive à craquer des négos que moi j'arrivais pas à craquer. Donc en fait, ça me permet d'accéder à plus de monde et de maintenir aussi une forme de continuité dans l'évangélisation de l'esprit du Kaizen. Donc l'idée, c'est de reproduire un peu ça dans chaque entité, et puis même d'aller plus loin, parce que je dis un relais, mais après, l'idée, c'est on a aussi des gens qui sont, on appelle ça des engineering managers, c'est un peu des groupes leaders, si on veut, qui ont plusieurs tech leads, donc ils sont managers. Et l'idée, c'est de remettre l'ingénierie aussi au cœur des équipes, parce que comme on reste une boîte de service, on délivre des
produits tech à des clients, Mm. il y a une gestion de projet à maintenir. Et parfois, on peut se faire happer par, voilà, on a beau être un G, etc. Et on va nous solliciter pour parler de la roadmap, etc. Parfois, il faut savoir réorienter les regards sur, mais regarde, ton tech lead, en fait, ces conditions, comme disait Juliette, elles sont pas idéales. Mm. Bien, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis là, du coup, bah, les techs sont des techs, donc ils sont contents, ils mettent les mains dans le cambouis. Donc, il y a cette idée-là, vraiment, de chercher à redistribuer le truc à tout le monde. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple quand il y a quelqu'un qui est Ouais. dans une des entités tout le temps. Donc, Ouais. on doit être une dizaine à peu près. J'ai plus le compte. J'arrive plus à compter de tête, je suis Mais désolé. du coup, en tout cas, oui, tu n'es pas tout seul. Non, je suis pas Voilà. tout seul. Ouais. Au départ, j'étais tout seul. Ouais. Je faisais 2 ateliers Kaizen, donc c'était 2 journées par semaine. En faire 2 d'affilée, c'était toujours une mauvaise idée parce que la deuxième était généralement moins bonne que la première. Là, le fait de, voilà, d'avoir des relais, ça permet un peu de lisser la C'est charge clair. et moi d'aller aussi sur d'autres sujets dont on a besoin. Donc ouais, ça aide énormément. Absolument, j'imagine bien. Alors, enfin, donc, on a compris globalement, on va dire, vos organisations et vos missions. Depuis que vous êtes lean officer, donc ça commence à faire quelques années pour certains, j'imagine que vous avez des belles satisfactions professionnelles, des belles histoires de lean. Est-ce que vous pouvez nous en partager une qui vous fait particulièrement chaud au cœur, en tout cas quelque chose qui vous dites waouh, je suis content d'avoir fait mon job aujourd'hui parce que j'ai vu ça et c'était chouette. Et c'est pas tous les jours facile pourtant, hein, bah, j'imagine. Euh, Allez, qui veut commencer par une belle histoire? Je peux commencer. Vas-y. J'ai coupé l'herbe sous le pied à Juliette. Moi, j'en ai une qui me vient en tête. C'était sur un sujet de Kaizen. Donc, je donne un tout petit peu de contexte pour comprendre l'émerveillement que j'ai vécu. C'est que quand on est en train de développer une appli, en général, on a besoin de développer sur son poste. Et quand on effectue un changement, on change une ligne de code, on a envie de savoir tout de suite si ça a marché ou pas. Donc il y a vraiment une question de feedback loop, parce que pour faire notre autocontrôle, bah, en fait, on n'a pas le choix, il faut que la ligne de code elle soit exécutée. Et il y a une équipe qui, dans certaines euh, conditions, se retrouvait à devoir attendre, waouh, je sais même plus combien de temps ça pouvait être attendre 8 minutes avant de voir est-ce que le truc marche ou pas. Imaginez, envoyer un email, attendre 8 minutes pour savoir si l'email est parti. Donc, On peut plus. on peut plus, c'est impossible. Autant envoyer une carte par la poste. Euh, et donc, en fait, ce qui est dingue, c'est que ce problème, je l'ai vu 3 fois en journée Kaizen. La première fois, on a trouvé un truc qui était intéressant. On s'est rendu compte que ça avait des conséquences qui rendaient de l'instabilité. Donc, les gens préféraient pas s'en servir parce qu'ils préféraient être sûrs que ça prenne 8 minutes et pas un coup ça prend 1 minute, un coup ça prend plus. Donc la variabilité a pas été, est pas passée, mais on avait toujours ce problème. Il y a une deuxième équipe qui a fait un truc qui les arrangeait que eux, mais du coup ça nous a permis de comprendre que en fait peut-être que le problème c'est qu'il faut être flexible. Certains ont besoin d'avoir un truc qui est plus rapide et qui bouge pas beaucoup, et d'autres ont besoin de bouger le truc. Et bon bah ça prend ces 8 minutes. Et la troisième journée qu'on a passée ensemble, il s'est passé une série d'ingéniosité où de 8 minutes, on est passé à 4 minutes, de 4 minutes, on est passé à 2 minutes, 2 minutes, on est passé quelque chose comme 1 minute 30, et après, là, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en code chez nous a utilisé une technique dont lui seul a le secret, et on était tous... on n'a pas compris ce qu'il Euh, a fait au départ. Il a fait, ah, j'ai trouvé un truc. Et paf, on gagne 40 secondes. Explique-nous, tu sors ça d'où? Et là, il nous dit, oui, parce qu'à l'époque, quand on avait des problèmes, on faisait comme ça. Alors, ça n'a pas l'air très scientifique comme ça, mais faites carotter des trucs, puis de regarder à l'œil nu les logs, bah, j'ai vu le truc. Et on est passé de 8 minutes à 15 secondes pour recharger le truc en une journée, avec une nouvelle technique d'analyse qu'on n'avait jamais vue auparavant. Ça reste de loin, voilà, Genre, ma petite. une réduction de lead time la plus rapide du monde. Bah, ça fait plaisir
plaisir parce que Ouais. c'était un sujet vraiment qui empêchait les équipes de faire leur job correctement au quotidien depuis un Mm. moment. Et le fait qu'on n'ait pas baissé les bras et qu'on se soit remis dessus Mm. et qu'on ait trouvé une nouvelle approche en fait pour comprendre les facteurs qui causaient le phénomène, ça fait vraiment, ça fait vraiment kiffer son job quoi. Parce qu'en plus, on le fait en équipe. Je vois des équipes qui, au départ, sont sur un truc, on sent que ça pose vraiment problème, quoi. Ça leur pourrit littéralement la vie, et à la fin, on s'en sort et on arrive à se retirer. C'était plus une écharde à ce niveau-là, c'est une poutre qu'on avait dans le pied, quoi. Ouais. Et on se dit, ça vaut vraiment le coup de se battre et ça donne juste envie de recommencer, quoi. Ouais. Super. Bon, du coup, on va donner la parole à Juliette pour voir si elle a une histoire aussi, alors de lead time, de qualité, de culture, de mindset, mais on va voir, il y a plein de sujets. Moi, j'en ai plein. Évidemment, celle dont je vais parler aujourd'hui, ça, c'était il y a quelques semaines, je pense, mois. On avait pas mal de problèmes pour livrer une certaine montre, enfin, Un modèle. un modèle de montre, exactement. Et puis, on avait identifié le point de blocage qui était à l'usinage des carreurs des montres, etc. Et puis, on a décidé de bosser dessus. Alors, encore une fois, moi, ce que j'adore dans mon job, c'est que j'ai mon cadre, je sais pas où je vais, mais je Ouais. sais que si je respecte le TPS, je peux pas trop me planter. Et donc, c'est hyper drôle parce que, enfin, moi, ça m'éclate. C'est pas Mm. toujours drôle pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'éclate. Et puis, on y allait, on a bossé sur le flux, on a essayé de faire du flux continu. Là, on était en total flux poussé pour faire plein de Mm. stocks coûte que coûte. Et puis, on a commencé à discuter avec les personnes qui étaient sur la ligne. Et puis, on a commencé à regarder les stocks qu'on avait en cours. On a commencé à regarder comment est-ce qu'on pouvait faire donc, du flux continu. Quand on ne pouvait pas, on a mis des boucles Kanban en place pour pouvoir tirer le flux au Mm. maximum. Et puis, on s'est retrouvé sur la ligne où en fait, on avait deux machines identiques. C'était les mêmes machines, on avait juste chargé des programmes différents qui faisaient que la machine de droite faisait le programme 1 et la machine de 2 faisait le programme 2. Et puis, il est arrivé le jour de la maintenance de la machine par l'entreprise externe, donc 3 jours à l'arrêt. Et avant 3 jours à l'arrêt, on arrêtait de produire pendant 3 jours l'étape 1 et puis on continuait à balancer l'étape 2 à fond, quoi. C'était normal. Et en fait, ce qui était génial, c'est de voir les gars qui se disent, mais en fait, on a une autre machine. Il suffit juste de parler au mec qui va la programmer, de le faire venir, de discuter avec lui. Et puis, en fait, il va nous mettre la machine et puis elle va tourner et puis elle va faire, en fonction des Kanban qu'on a, elle va faire le programme qu'on veut, quoi. Et en fait, c'était super de pouvoir juste voir les gens mieux collaborer ensemble. Enfin, pour moi, ça fait quand même partie d'une des grandes missions de Mm. notre job. C'est Mm. comment on arrive à faciliter les interactions entre les gens, à désiloter et puis, c'était génial que les gars se disent, putain, on n'a jamais fait comme ça. Et on ne pensait pas que c'était possible. Et ça a pris, je ne vous mens pas, 5 minutes. Et du coup, la production a continué. On a fini par diviser par, je crois, 2, si je ne dis pas de bêtises, nos lead time de production sur cette partie de la montre, sur la production de la carrure. Et en fait, c'est vraiment le côté que moi j'adore dans le job et que je vais rechercher aussi quand je suis sur le terrain avec les gens, c'est comment on arrive à les faire mieux bosser ensemble, comment on arrive à leur faire voir différemment leur job. Et ça prend toujours plus ou moins de temps. Mais quand ça arrive et que les mecs te font ah putain, ouais, en fait, j'ai toujours fait comme ça, mais c'est vrai que j'ai pensé à un autre truc, un peu comme toi, Rémi, j'ai pensé au truc qu'on faisait avant, que maintenant on ne faisait plus. Et c'est super. Et en fait, tu te rends compte que finalement, les gars, ils sont super à l'aise maintenant. Ils étaient super contents et fiers d'avoir trouvé leur truc, de faire continuer leur prod. Et c'était super cool. Mm. Ça, ça C'est intéressant de voir ça dans des univers notamment de travail où les gens sont très expérimentés, où ouais, évidemment ils n'ont pas attendu le lean pour savoir bosser, ou en tout cas faire leur job, ou en tout cas bien faire leur job, ou qu'on leur dise qu'ils faisaient bien leur job. Enfin voilà, et les critères sont pas les mêmes, voilà, suivant qui regarde ou qui parle ou quoi que ce soit. Et évidemment, c'est là où c'est moins simple de basculer, enfin de dire bah tu vas pas m'apprendre à faire mon job, quoi. Ça, c'est clair que tu vas pas m'apprendre à faire mon job. Mais voilà, d'arriver à les embarquer dans une réflexion sur leur façon, leur pratique, qui va finalement tout d'un coup leur donner une autre façon de regarder le job et du coup les engager enfin, à essayer d'autres trucs.
à essayer d'autres trucs après, C'est ça marche. exactement ça, c'est essayer de voir le truc autrement. Ouais. Parfois ça marche pas, tu peux pas C'est gagner plus ou plus moins sur long. Paris. Ouais, Mais par contre, quand toi, tu ouais. sais que tu es sûr d'aller dans la bonne direction parce que tu as un cadre qui te donne de la confiance là-dedans, déjà, je pense que ça aide inconsciemment à convaincre les autres. Et puis, et du coup, ça les aide à eux de faire confiance. Et ensuite, bah, oui. Chacun prend son chemin. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Ouais. Ça peut pas marcher tout le temps avec tout le monde. En l'occurrence, je pense que ça fait aussi partie de notre job. Enfin, moi, je rentre dans mes missions de job d'arriver à trouver un peu mes alliés, ceux qui vont m'aider Mm. à faire marcher le truc pour montrer que ça marche. C'est pas facile, mais ça marche. Et là, ça s'est super bien passé. Et enfin, j'étais super contente pour eux qui Ouais, trouvent une sorte de... satisfaction dans le fait Tu as de vu dire. la bascule devant toi, quoi. Ouais. Et en fait, pour eux, c'était pas grand-chose. Ouais, Et en fait, pour moi, je me suis dit, ça y est, quoi. C'est une porte ouverte pour que les prochains trucs se passent super bien. ouais, super. Des belles histoires du Lean. Et alors toi, Marc-Antoine, est-ce que déjà là où tu es arrivé, tu as déjà une belle histoire à nous partager? Oh oui, 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 j'en ai quelques-unes. Il y en a une que je veux partager puisqu'elle s'est reproduite mardi. Donc, un peu d'éléments de contexte. On a récupéré une activité où on prend des pièces qui sont dans un plastique spécial dont seul Ellerman Titan a la recette, où en fait, c'est des pièces qu'on peut étendre et réduire à la chaleur à volonté. En gros, c'est ça. Et donc, nous, on fait surtout la tâche d'expansion. Et en fait, en ce moment, j'ai un truc que je regarde un peu partout, c'est les team leaders. Je cherche des gens comme ça qui s'intéressent, qui ont envie de partager, qui ont envie de montrer des trucs. Et donc, du coup, on est en train de travailler justement avec Christophe qui est présent sur cette ligne un jour pour essayer justement de la mettre en flux continu. Et l'idée, c'est de faire une ligne modèle puisque c'est tout nouveau et donc il faut que ça brille. Il faut que ça brille. Et donc, on essaye de mettre en place le flux continu et puis on essaye de les faire décharger. Donc, ils ont des ustensiles, des mandrins sur lesquels ils mettent des pièces qui permettent de les expandre. Et donc, du coup, on essaye avec un opérateur, bah tiens, au lieu de tous les abaisser sur le mandrin et te faire un stock sur le mandrin, on va regarder ce que tu peux pas les décharger directement dans un bac pour l'instant. Et donc, il le fait et on a dit, bah, entre guillemets, on était parti dans l'idée, ça va juste être un test pour la journée puisqu'on a d'autres critères, on a d'autres besoins avant pour lancer vraiment en flux pièce à pièce. Et finalement, bah, il s'est rendu compte tout de suite que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et il a tout de suite adopté la démarche tout de suite. Alors, c'est très marrant parce qu'on a l'équipe du matin. Il en a parlé à son collègue qui venait d'être formé, qui venait d'arriver sur la ligne. Et ça a pris tout de suite le pli. Et l'équipe d'après-midi a eu plus de mal, puisqu'ils n'ont pas eu la même expérience, ils n'ont Mhm. pas fait les mêmes choses. Donc, c'est tout le sujet de bah, un standard, c'est pas juste un process à appliquer, il faut aussi l'expliquer et le faire vivre aux gens. Et donc, du coup, là, on refait l'expérience là, juste mardi où on réessaye un truc avec lui. Et en fait, on a à peine fini avec Christophe et je lève juste le nez, je vois le gars qui est déjà en train d'expliquer à son collègue, bah, tiens, on a essayé ça, tiens, vas-y, essaye toi aussi. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. En fait, moi, en ce moment, je cherche surtout ça dans nos équipes. C'est des gens qui prennent les changements, qui essayent, qui sont ouverts. Et puis surtout, une fois qu'ils ont vu que ça avait un intérêt pour eux, ils se sont dit, bah, tiens, je vais aider mon copain à côté. Je vais lui en parler. Je vais essayer de faire grandir en fait mes camarades, mes collègues en même temps que moi, quoi. Donc ça pour moi c'est la plus belle magie du job, là, de trouver C'est ces. une personne par une personne, C'est ça. mais finalement, ça peut se diffuser assez vite en tache d'huile si chaque personne... Et c'est beaucoup plus facile qu'un manager qui arrive derrière et qui leur c'est dit clair. faites comme ça. Ouais, c'est clair. C'est super. Alors, moi, j'ai plein de questions encore à vous poser, mais on va aussi laisser les gens qui sont avec nous et qui vous écoutent depuis tout à l'heure bien sagement voir si oui, ils ont des questions. Alors, on avait tout à l'heure le témoignage d'Amandine, si je ne m'abuse, qui nous disait qu'elle était traductrice avant d'être du coup lean officer. Ça a été quand même très intriguant, il me semble,
pour nous. Donc, si vous voulez nous raconter un petit peu votre histoire, on vous écoute. Et puis, si vous avez d'autres questions, les uns et les autres, bien sûr, n'hésitez pas. Vous pouvez allumer vos caméras pour qu'on vous voit, voilà, et vos micros. Donc, si vous avez des questions euh, pour nos trois intervenants ou des commentaires ou voilà, des, des choses, des expériences qui ressemblent à celles qui ont été décrites par Juliette, Marc-Antoine et Rémi, n'hésitez pas. Bon, Christophe, donc tu étais avec Marc-Antoine cet après-midi et tu as donc vécu, voilà, vous avez partagé l'expérience, enfin cet après-midi ou il y a quelques jours en tout cas, vous avez partagé cette vision des choses. C'est. Il y a Julie qui vient d'arriver. Alors Julie, je sais pas si, ah bah c'est Julie qui avait été, c'est la Julie de Rémi. Pardon, c'est un peu familier de dire ça. On ne se connaît pas, Julie, mais donc voilà. Est-ce que Julie, Jacques qui vient d'arriver, Christophe, vous avez des commentaires, des questions pour nos Je vais trois peut-être investisseurs? poser une question piège. Alors, Ouais. vous nous avez raconté des belles histoires, c'est super. Et, Mais est-ce rose tous et, les jours? et s'il y avait à dire qu'est-ce qui est le plus difficile? Ouais. Je peux commencer parce que je pensais que ce serait ta prochaine question, Annelise. Euh, Elle fait partie de mon lot possible. le truc qui est difficile, c'est que dans la tech, l'agile a vraiment bien mordu à partir de 2013, quelque chose comme ça, où vraiment il y a eu le bouquin Scrum qui est sorti. Mm. Et en fait, c'est des logiques qui se sont mises à tuer trois trucs qui, je pense, on faisait sans doute un peu mieux à l'époque dans le développement, à savoir faire de la conception, donc vraiment prendre le temps de modéliser comment on, comment on fait le bon truc. Ok, tu veux faire une application pour gérer des fiches de paie, mais une fiche de paie, c'est quoi? T'en fais quoi, etc. Le fait de faire de la maintenance, l'agile, ce que j'appelle le dark agile, qui cherche juste à appliquer une méthode où on délivre. Mm. Maintenance, le mot maintenance n'apparaît juste pas en fait, c'est presque devenu un gros mot, c'est presque devenu sale. Et le troisième truc, c'est que moi j'ai le sentiment que comme il faut toujours avoir un ticket qui rentre dans un workflow, etc., ça a renforcé les silos. Et je sens toujours de la résistance dans le fait d'aller chercher à coopérer avec son fournisseur. C'est-à-dire que quand on développe une application, surtout quand ça commence à devenir un Mm. peu gros, on n'a pas qu'un seul logiciel. En fait, on dépend d'autres applications qui Du dépendent système. du Mm. système. Voilà, il y a d'autres équipes derrière. Et les gens ont des routines de défense. Plutôt que de se dire, je vais aller leur parler, on va bosser ensemble, on va détricoter le truc, on va chercher à faire de la qualité. Les gens préfèrent bricoler un truc instable de leur côté pour ne pas gérer la négociation. Et c'est pareil avec la conception. Les techs, ils préfèrent coder plutôt que négocier, parce que négocier, ils savent pas trop faire, et ça leur fait peur. Ils préfèrent se dire, on va trouver une solution quand on y sera, plutôt que de dire, attends, on va pas coder ton truc parce qu'on n'a rien compris, il faut qu'on se mette au clair. Pas le temps de faire ça. Et alors la maintenance, c'est des trucs qu'ils font en sous-marin quand vraiment la machine, elle commence un peu à faire un peu de bruit ou à être vraiment trop pénible. Et donc, en fait, moi, c'est un truc que je vois dans toutes les équipes tech, en fait, hein, que j'ai vu voir chez mes clients ou chez les clients Mm. que je vois. Et du coup, bah, c'est un frein à toute la suite, en fait, parce que là, on est clairement dans à la fois working conditions, vraiment la partie 5S, TPM, et aussi dans la partie teamwork, parce que généralement, on a des problèmes de lead time parce qu'on attend que l'équipe d'avant fasse le bon truc ou que la machine qui nous livre la donnée, elle le fasse de manière suffisamment performante pour que notre machine ait le temps de la traiter et la repasser à l'utilisateur. Et donc, vraiment, la méthode agile, bas du front, où on fait juste sprint, nous met des bâtons dans les roues de le fait de remettre dans le cœur et l'esprit des gens le fait de faire de l'ingénierie digne de ce nom. Voilà, donc ça, c'est Ouais. un truc dur. Donc ça c'est dur et c'est vraiment spécifique au monde de la tech. Parce que j'imagine que Marc-Antoine et Juliette peuvent être confrontés à d'autres choses, mais qui ne vont pas du tout être liés à l'agile, en tout cas. Ou Bah, en tout cas, peut-être avec Marc-Antoine des, a des des équipes similitudes. maintenance, Ouais, ouais, ou ouais, je sais plus, ouais, c'est Juliette qui a un prestataire externe qui est venu faire la maintenance de sa machine. Chez nous, la maintenance, elle est pour notre pomme et personne ne veut la faire. ouais. Est-ce que Juliette et Marc-Antoine, vous avez un mot à dire sur
ce qui est dur pour vous, ce qui est dur dans la fonction, ce qui est dur ou un truc qui vous freine en tout cas dans Ouais, votre ouais. action. Alors, Christophe, il doit savoir, mais voilà, ce qui est dur, ce qui est pas mal dur, c'est le gros pushback sur ouais, mais je veux bien faire de l'amélioration, mais j'ai pas le temps parce qu'il faut que je fasse du delivery. Enfin, faut que je livre, quoi. Ou faut que je sorte les pièces. Ou de toute façon, il faut que ça passe. Et c'est ça qui est très dur. C'est à faire comprendre que, bah, en fait, c'est le temps qu'on va passer ensemble, etc. C'est pas pour vous faire perdre votre temps et me faire plaisir. C'est aussi pour vous aider. Et alors après, il y a toute la partie de négo un peu dure au début, un peu difficile au début, où ben, on se prend tous les pushbacks, ou tous les oui, mais ça c'est un problème. C'est pas moi le problème, c'est les autres. De toute façon, le fournisseur, j'aime pas travailler avec lui, donc au pire, bah, on va pas travailler avec lui. Ah, c'est une sister, je suis obligé de travailler avec lui, bah, je vais couper les ponts, donc pas le choix. De toute façon, on n'arrive pas à se parler, donc on va pas parler. Donc il y a toutes ces routines défensives là, surtout au début, où en fait qui sont assez dures à encaisser. Donc faut toujours avoir envie d'apprendre, toujours être curieux et puis prendre. Je pense là, en tout cas moi pour ce qu'il faut que je fasse ou ce que je vais essayer de faire, c'est plus écouter, prendre plus de temps. Ça prendra plus de temps, ouais, c'est comme ça. Mm. Très bien. Juliette, toi, Bon, moi, c'est pas beaucoup plus différent de ce qu'ont dit Marc-Antoine et Rémi, même si c'est un autre contexte. Le truc qui est très difficile, c'est que notre job, à mon sens, comme je l'ai dû le répéter plein de fois, mais c'est quand même d'apprendre aux gens à mieux travailler ensemble, mieux collaborer ensemble. Ça reste de l'humain. Ça veut dire que c'est très propre à chacun. Et ça veut dire que c'est aussi des relations qu'il faut qu'on deal, nous, en one-to-one, et qu'on ne peut pas juste arriver et dire les gars, le TPS c'est comme ça, allez-y, faites-moi confiance. Ça veut dire qu'il y a de la résistance et ça veut dire que c'est aussi, c'est ce que disaient les gars sur des skills de négo pour arriver à faire des deals qui sont plus ou moins difficiles à faire du fait de pas mal de paramètres. Moi, celui que j'ai le plus, c'est l'expérience. J'ai des gens qui sont très expérimentés dans leur métier, notamment dans le management. Et puis, j'ai une maison qui est familiale. Donc, il y a des liens qui existent, qui dépassent et les hiérarchies et l'expérience. Et donc, je crois que c'est vraiment des trucs à dealer qui sont vrais partout, hein. Donc, moi, ouais. c'est vraiment le truc difficile. Ce qui n'empêche enfin, d'avoir une stratégie pour ma part qui est de trouver les deux, trois alliés. Et puis, on espère qu'un jour, ça deviendra une grande famille, quoi. Euh, alors, Amandine était venue voilà, et la revoilà. Euh, Comme on vous a même appelé à venir, je vous propose de nous raconter en quelques mots voilà, votre histoire. Et puis, il y a une autre question, juste je l'annonce de Guillaume qui demande est-ce que vous avez créé votre leader standard work pour votre job? Je pense que c'est aussi une bonne question à prendre après. Mais on va d'abord écouter Amandine alors. Alors, par contre, on vous entend pas. Enfin, moi, je vous entends pas. Je sais pas si vous avez un micro éteint. Vous allez nous dire. Oups. Et on vous entend toujours pas. Et donc, Maintenant, vous m'entendez? ça y est, c'est bon. Ok, Voilà. parfait. Désolée. J'étais sur mon téléphone portable, j'avais plus de batterie, donc puis je me suis remontée ici. Donc en fait, moi, j'ai commencé à étudier la traduction et très vite sur le marché du travail, je me suis rendu compte que je ne me voyais pas du tout faire ça toute ma vie. J'ai commencé à travailler en ressources humaines et c'est là où j'ai découvert le Lean à travers du Kaizen Institute qui avait lancé une première mission. Donc j'étais responsable d'un département de mobilité internationale. Et en fait, ce qu'on cherchait, c'était réduire le lead time depuis l'engagement, la signature de contrat jusqu'à l'arrivée des ouvriers sur les chantiers en territoire étranger. Donc, c'était le projet, la mission. Et en fait, j'avais déjà énormément travaillé l'amélioration des process internes, des taux de rejet, des demandes de visa, etc. Et à l'époque, je me souviens que c'est mon chef qui a dit, bah, écoute, Amandine, c'est exactement ce que tu fais en fait. Je pense que ça va être très utile et ça va te donner d'autres outils également pour motiver ton équipe et pour qu'il y ait un peu plus d'engagement dans l'initiative de leur part. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Et effectivement, en fait, je me revoyais dans tout. Et je me disais, bah, c'est exactement ça. Parce que je disais toujours à mon équipe, allez, il faut qu'on essaye de définir les bonnes pratiques pour que chacun d'entre nous puisse aller en congé, pour pas qu'on ait à se téléphoner. Donc, j'essayais un peu de les convaincre comme ça en leur disant, ça représente du temps libre, on va augmenter l'efficacité, donc vous aurez des congés, etc. Et donc, ça a été un projet vraiment très, très intéressant, où j'ai connu pour la première fois la résistance, évidemment. Je me souviens les premiers jours auprès de notre cadre pour les Kaizen, il ne voulait pas participer. Donc, il disait, non, non, moi j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas que ça à faire, je ne vais pas perdre mon temps dans les réunions. Donc, stratégiquement, j'ai posé le cadre juste à côté d'eux, sans qu'ils soient directement engagés dans la réunion. Et en fait, très vite, ils ont commencé à se lever et à répondre aux questions. Et du jour au lendemain, ils ont commencé à se présenter aux réunions. Donc, ça a été vraiment génial. Ils ont participé à la construction du Kanban board. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a eu un énorme impact, non seulement au niveau de notre équipe, mais également tout le processus du début jusqu'à la fin. On a été capable de réduire le time et ça m'a permis de changer complètement ma carrière, en fait. Dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai fait ma formation comme Lean Practitioner auprès de l'Institut Lean au Portugal. Et à partir de là, bizarrement, pour vous, je pense que ça va vous choquer, mais j'ai travaillé en industrie. Donc, directement sortie du Lean Institute, je suis partie en industrie d'électroménager. Et j'avais énormément de doutes, j'avais énormément peur de ne pas être capable du fait que je n'avais pas une base d'ingénierie. Et en fait, j'étais la meilleure élève de cette année-là. Et j'ai même reçu une proposition pour me joindre à Auxerre Friesmal. Et donc, le premier projet qu'on a fait, c'était renouveler une ligne de production qui était bien évidemment pas du tout One Piece Flow, qui était catastrophique, très manuel. Les bords de ligne, c'était, il n'y avait même pas de sécurité, je dirais. Donc, c'était vraiment horrible. Et on a réussi, donc, au cours du premier projet, à réduire 80% de la taille de la ligne de production et augmenter en efficacité, réduction des FTE nécessaires, etc. Donc, ça a été génial. On a réussi à intégrer en fait cette ligne de production qui était archaïque dans la ligne principale de production. Et donc, ça a réduit énormément l'espace et ils ont été capables de produire un autre produit, un autre segment au même emplacement. Donc, ça m'a boosté énormément et je me suis dit, bon, ok, en fait, je suis capable. Et donc, en fait, j'ai travaillé plus ou moins... après, j'ai fait une autre mission, donc plus ou moins 2 ans en industrie. J'ai fait une mission chez Zeiss, où j'étais lead PMO. Mais en fait, je travaillais directement avec les ingénieurs et à modifier tous les paramètres des machines pour optimiser les ressources, réduire énormément de choses. Et ça m'a permis d'être très proche du Gemba, également enseigner les ingénieurs à travailler plus proche du Gemba. Et voilà. Et après, je suis partie. Donc, en fait, mon Donc, parcours est un un peu truc qui est atypique. vraiment à l'envers, entre guillemets, d'un parcours peut-être plus classique. Et c'est d'autant plus rare de rentrer par les ressources humaines parce que c'est rare que les services de ressources humaines soient les premiers. Des bons exemples. Voilà. Alors, je dis ça, moi j'étais plutôt dans le secteur des ressources humaines quand j'ai découvert le Lean et où j'y ai plongé. Donc, je sais que c'est possible, mais c'est assez rare. Non, c'est vrai, Euh, c'est vrai. et c'est vrai que c'est intéressant Mais c'est d'être super remonté chez important en fait. Moi, je pense que la plupart du temps, le succès des initiatives que je gère avec mes collègues se doit au fait que justement que j'ai eu ce background en ressources humaines et qui m'aide beaucoup à respecter justement toutes les personnes avec lesquelles je m'engage et leur travail. Et je pense que ça facilite énormément la communication. Oui, vous avez une compréhension de ce qui se joue au niveau de chaque personne, en fait. Ce qui rejoint la question du coup de Fabrice, qui dit question au-delà du lean, même s'il semble y avoir il y en avoir plusieurs, lean, ouais, j'imagine. N'êtes-vous pas là simplement pour changer les paradigmes, quelle que soit la méthode ou les outils? Alors, je ne sais pas qui comprend ou qui veut répondre à cette question ou comment vous la comprenez. Allez, moi, je peux essayer parce que je pense que c'est mon père et que du coup, D'accord, il très bien. Bah réagit oui, Fabrice à tout Dumas, à évidemment, l'heure ouais, quand je pardon. lui dis qu'on faisait pas les mêmes lignes. Donc, je comprends la question. C'est peut-être les liens de sang qui font Voilà. que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Welcome, Fabrice, alors. Il y a peut-être plein de manières de le faire. Ce qui est sûrement, en tout cas dans mon job, c'est que le TPS, il me donne un cadre pour le faire.
sur lequel j'ai de la théorie, sur lequel j'ai des lectures, sur lequel j'ai des expériences qui me prouvent que ça fonctionne et du coup en lequel j'ai confiance. Mais il y a peut-être et sûrement plein de manières d'apprendre et je rejoins un peu mon papa. Il y a sûrement plein de manières d'apprendre à voir différemment. Il Est-ce n'y en que, a sûrement alors, pas une, quoi. Le lean n'est sûrement pas la seule réponse à ce truc-là. Mais par contre, on a une théorie qui est assez solide là-dessus, qui permet quand même, comme je le disais tout au long de la discussion, d'avoir un cadre et de savoir se repérer et de savoir où on met les pieds et de savoir du coup poser les bonnes questions au bon moment pour orienter les gens à réfléchir différemment. Pour moi, c'est vraiment la force du TPS, c'est ça, quoi. et du coup, je me demande, et Fabrice, vous allez peut-être me répondre, quand vous dites simplement, donc simplement, vous n'êtes-vous pas là pour changer simplement les paradigmes, quelle que soit la méthode ou les outils, euh, vous pensez à d'autres méthodes ou vous pensez à d'autres intentions? J'arrive pas à voir comment vous situez votre question, parce que alors, pour le coup, et je m'appuie sur tous ceux enfin, nos trois intervenants du soir, mais on est assez clair, il me semble, dans le lean sur où est-ce qu'on cherche à aller. Et du coup, sur l'outil, effectivement, de référence dont parlait Juliette à l'instant, qui est le TPS, et effectivement, qui est un changement de paradigme de, de façon de regarder le monde de l'entreprise, l'activité. Mais du coup, je ne sais pas ce que vous interrogez là, c'est est-ce que c'est la façon d'y aller ou l'intention finale? Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire moi-même dans, dans ma question et je ne sais pas si vous avez répondu ou pas. Je peux peut-être essayer d'y répondre. Alors, Allez-y. non, en fait, l'idée simple est de dire est-ce que le lean peut être pour un dirigeant d'entreprise Ouais, qui a besoin de changer des choses dans une entreprise qui fonctionne pas, par exemple. Je suis plutôt spécialisé, moi, dans les retournements, donc c'est forcément des choses où il faut transformer. ouais. Est-ce que le lean ne peut pas être un outil, une bonne solution, effectivement, pour questionner sans agresser, quoi, sans dire on va tout modifier d'un coup et on va faire ci, on va faire ça. C'est effectivement de passer par le personnel pour que les idées puissent remonter, au-delà de décréter, je dirais, le changement. Voilà. Donc, c'est plus un conseil qu'une question. C'est-à-dire, effectivement, c'est certainement un outil habile pour déguiser le fait de vouloir changer les choses dans une usine où ça fonctionne pas, par exemple, exactement comme on voudrait, où ça ne produit pas les résultats qu'on souhaiterait, quoi. Donc, plutôt d'être assez abrupt, ça permet certainement par la méthode douce, parce que j'entends plutôt des belles histoires, des beaux succès. Alors, on n'a pas parlé des résistances au changement, des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas que malheureusement, c'est pas les bisounours, hein, l'entreprise, mais voilà, je pense que c'est plutôt un conseil de dire aux gens qui sont intéressés par ce type de méthode, faites-le surtout quand vous voulez changer quelque chose. Quand tout va bien, vous allez faire excusez-moi, du nice to have, mais c'est pas forcément indispensable. C'est justement quand ça va pas qu'il faut essayer d'utiliser ces outils pour amener le changement et amener le questionnement des gens qui sont ancrés dans des routines, dans des certitudes, mais qui fonctionnent pas. Voilà, donc c'était plutôt une remarque, une question. J'avais déguisé la remarque en question. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Euh, alors, du coup, j'ai même moi envie de vous répondre, et juste par mon expérience, mais moi, avant d'être dans Lean, j'étais dans l'accompagnement du changement. Et justement, c'est intéressant parce que, et j'ai fait de la sociologie. Et donc, l'idée, c'est j'ai fait de la socio un peu après, enfin, à la fin de ma période d'accompagnement du changement. Et donc, en fait, je vais essayer de dire les choses très tranquillement, mais qu'est-ce que c'est que l'accompagnement du changement? C'est une direction qui décide que les gens en dessous doivent changer, pour faire simple. Et c'est souvent pas eux qui doivent changer, c'est eux qui ont décrété qu'est-ce qui devait changer et qui essayent du coup par l'accompagnement du changement d'embarquer les salariés, les équipes, etc., vers le changement qu'ils ont envie de conduire. Donc effectivement, il y a la batterie habituelle d'outils d'accompagnement du changement pour faire changer les gens.
Et ça se passe plus ou moins bien, c'est plus ou moins facile et on a tous connu ça, plus ou moins, dans toutes les entreprises. Euh, Là, ce que moi je trouve différent et je suis tombée dans le lean assez tardivement après ça, hein, je suis sans doute une des plus âgées parmi les gens qui ont ouvert leur caméra ici, euh, c'est que justement, dans le lean, il y a pas cet accompagnement du changement de la même manière. Il y a l'idée que, pour le coup, et ça, c'est pas toujours le cas, certes, mais que le dirigeant aussi commence par changer lui, ce qui n'est pas toujours facile et ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas le cas dans toutes les boîtes qui font du lean, mais en tout cas, il y a cette intention cela commence par lui et c'est lui qui va déjà commencer à changer de regard. Et c'est lui qui, en discutant avec les gens, va faire en sorte de leur proposer de changer de regard avec des méthodes. Et en fait, il n'y a plus besoin d'accompagnement du changement quand il y a du lean parce que on discute avec les gens, on travaille avec eux, on leur propose d'expérimenter des choses. Et finalement, c'était même les histoires que racontaient Marc-Antoine, Juliette ou Rémi. Ils se mettent à essayer un autre truc. Donc le plus dur, c'est sans doute de les convaincre d'essayer à faire un autre truc. Mm. Mais après, c'est eux qui font et c'est eux qui disent, ah bah ouais, c'est pas con ton truc. Et je vais peut-être essayer de faire autre chose. Et c'est pas dans une vision de on sait très bien où on veut les conduire, on veut juste les conduire à essayer de faire autrement. Et voilà. Et donc, je trouve que du coup, c'est quand même des dynamiques assez différentes. Dans mon expérience, en tout cas, moi, je les ai pas vécues de la même manière. Alors, je sais pas si enfin, voilà, c'est une bonne illustration de l'accompagnement du changement Vesline, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins, je sais pas, descendant et des injonctions à changer. C'est Mhm. des propositions de regarder et et d'essayer de faire différemment. Voilà. Voilà, je trouve que c'est pas la même dynamique en tout cas. Il y a un truc que j'ajouterais sur la partie le faire en douceur, c'est que en fait le TPS et les outils du Lean, en fait, à un moment donné, je crois que c'est Juliette qui parlait d'intention, peut-être plutôt Annelise. En fait, c'est comme n'importe quel objet, hein. Enfin, l'intention qu'on a, on peut vite en faire n'importe Mhm. quoi. On peut le prendre et se retrouver à faire du cost-cutting comme un fou et puis à tuer une boîte. Ou alors, on peut chercher à vraiment le voir un truc comme un développement des people. Et moi, il y a un petit jeu de mots que j'aime bien, hein, c'est que l'idée, c'est pas de faire appliquer, mais d'impliquer. C'est un truc que je me répète souvent parce que parfois on fait pas gaffe, mais le commandant de contrôle est pas Ah, loin. il revient très très vite évidemment. Et c'est un truc qui brutalise les gens en fait, parce que on leur vole de l'intelligence. Les gens vont pas forcément nous le dire, ils vont pas forcément donner l'impression de résister ou quoi, mais après derrière, ça donne toutes les raisons du monde de dire aux gens qu'on les laisse tranquilles, quoi. Donc plutôt chercher à faire avec, poser des questions et proposer de tester des trucs, vraiment de dire bah ah ouais, c'est un sacré problème, mais comment tu ferais? Et de réactiver justement les cerveaux des gens sur se réapproprier leurs problèmes. Je pense que c'est ça le secret de la douceur aussi dans l'affaire, c'est que euh, on n'est pas obligé de venir et de lui dire aux gens, tiens, alors je vais t'expliquer ce que c'est que le judoka. On n'est pas obligé de faire ça en fait. On l'a dans la tête, comme le dit Juliette. Moi, c'est depuis que j'ai fait une formation avec Régis sur le TPS, je ne vois plus le monde de la même manière. Voilà, j'ai dans la rétine. Euh, Ça permet de s'orienter, mais après, l'idée, c'est toujours de souvent de chercher à planter des graines dans la tête des gens et d'arroser son jardin de Kaizen au quotidien que de de pusher, quoi. Donc, je pense que le lean, quand on a cette intention-là, de chercher à vraiment voir sur le long terme, c'est fondamentalement doux. Alors, on peut continuer à discuter encore, il n'y a pas de souci. Juste comme l'heure tourne et qu'on va peut-être, voilà, il y a peut-être des gens qui se lèvent très très tôt demain, etc. Euh, mais du coup, je trouvais intéressant de. J'ai perdu même ce que je voulais vous poser comme question, mais mais c'est pas grave, ça va revenir, voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien, et si ça y est, je l'ai retrouvé, que en plongeant dans le lean, tous ceux qui ont plongé dedans, même si ça fait pas très longtemps pour certains, il y a quand même l'idée que ça change de regard, notre façon de regarder le monde du travail. Et donc, et cette façon de regarder différemment nous change à l'intérieur. Et donc, ma question, et qui sera en tout cas à vous, ma dernière, si après on peut quand même continuer à discuter, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est
est-ce que demain, vous irez bosser dans une boîte qui fait pas de lean? Est-ce que vous pourriez, alors dans la même fonction de lean officer ou dans une fonction managériale ou de direction, ou peu importe, enfin, mais dans une boîte qui fait pas de lean, est-ce que ça vous semble possible ou pas? Bah, moi, si je peux répondre, je pense honnêtement Ouais. que c'est très compliqué. Et je vois, enfin, j'ai pas mal d'échanges avec mes amis qui bossent dans des boîtes qui n'ont pas ce modèle-là, ou même mes sœurs qui bossent dans des gros groupes qui n'ont pas ce modèle-là. Je m'y projette pas du tout, quoi. Et c'est un des trucs que j'ai fui aussi avant de connaître le Lean, d'ailleurs. J'ai bossé à la SNCF, j'ai bossé chez Vinci Énergie, qui étaient des gros groupes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait très, très compliqué de retourner dans un modèle de boîte où le Lean n'est pas la stratégie, quoi. Ouais. Ça, enfin, c'est vraiment quelque chose. Alors, je suis curieuse de voir ce que diront Marc-Antoine et Rémi, mais qu'on entend régulièrement, quoi. Et c'est ce qui montre bien que le regard a vraiment profondément changé. Alors après, évidemment, la vie est la vie, et parfois, voilà, on ne sait pas où elle nous mènera, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ta réponse, quoi. Mm. Marc-Antoine? Moi, j'ai Ouais. recherché un peu la facilité avec l'automobile. Il s'avère que, bon, voilà, c'est un peu plus difficile, mais moi, ça m'a fait vraiment changer ma vision sur le travail parce que pas mal, enfin, mon meilleur pote d'école, lui, il monte sa boîte et c'est pas, on n'a pas du tout la même vision. Eux, ils montent leur boîte et puis ils attendent qu'ils se fassent racheter et puis après ils changent, ils remontent un autre truc. Mm. C'est vraiment, vraiment un autre mode. Et, et du coup, lui, il est content, mais en même temps malheureux au travail. Donc, en fait, je Ouais. travaille beaucoup un coup et puis ça va redescendre après. Et puis après, je commence un autre truc. Donc, c'est totalement différent. La relation qu'on a au travail où quand on discute, moi, je suis plutôt émerveillé et je parle de ce qui se passe. Et puis lui, c'est laisse-moi souffler. Donc il y a ça. Est-ce que je travaillerais dans une boîte plutôt lean? Ouais, c'est aussi ce que je cherchais au final. Donc j'aurais du mal à sortir de ce paradigme et, et à voir. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Oui, absolument. Mm. Il y a une partie de la transformation qui est super intéressante aussi. Quand on commence à voir les premières étincelles, c'est super sympa aussi. Et si je Et peux toi? compléter Oui, juste après, je laisse ouais. la parole à Rémi, mais du coup, ce que tu dis, Marc-Antoine, ça me fait penser à un truc qui est que, perso, ça me donne beaucoup de sens dans ce que je fais. Euh, Ouais. et en fait, je pense que ça change tout quand tu te lèves le matin et que tu as du sens à ce que tu fais, que tu vois les impacts aussi de ton boulot assez, pas facilement, mais assez régulièrement. Mm. Et je pense que ça, le Lean permet vraiment ça, quoi. Ça apporte une autre réflexion, c'est du challenge, c'est une nouvelle manière de voir les choses, c'est un autre truc qu'on comprend. Ça fait 7 ans et demi maintenant que j'en fais. Tous les jours, j'apprends des trucs différents, j'apprends à réfléchir différemment, je développe des apprentissages de manière assez continue et c'est très nourrissant, quoi. Et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde et dans tous les jobs. Et souvent, on m'a dit que je suis passionnée par ce truc-là et les gens me disent t'es bizarre, t'es passionnée par Ouais. ton job. C'est quoi ton truc? À 30 ans, t'es passionnée par ton job, il y a un problème, quoi. Non, non, je veux dire, ça arrive. Et je pense que Euh, c'est et du coup, tu fais quoi? Est-ce que de nous rappeler Ibrahima qui donne une citation de apprendre à apprendre avec le lean, donc je ne peux pas être totalement insensible à cette citation, qu'effectivement l'idée c'est que le lean ça aligne les trois sens, quoi. Enfin, en tout cas, le sens que l'entreprise donne, le sens que la personne recherche, et puis ça donne les ressources pour y arriver. Donc c'est assez, et c'est ce que tu viens de dire, c'est que du coup, j'ai l'impression enfin, tu as l'impression de jouer ton histoire dans cette histoire plus collective avec les ressources pour le faire, quoi. Donc ça c'est chouette. Donc merci Ibrahima d'avoir sorti à propos la citation. Rémi, toi? Alors, quand tu as posé la question, mon cerveau a instantanément sorti un c'est mort. Ouais, c'est ça. Après, le temps que voilà, l'émotion soit analysée en écoutant Juliette, Marc-Antoine, en fait, j'ai fini par me dire, mais en fait, euh, suis-je vraiment dans une boîte lean? Est-ce qu'il existe vraiment des boîtes lean, en fait?
Une chose qui est sûre, c'est que pour moi, c'est impossible pour moi de me mettre à être dans une boîte où j'ai pas des dirigeants comme Benoît et Fabrice qui soutiennent vraiment le truc. Parce que le truc qui est quand même marrant, c'est que il y a le groupe, et puis comme il y a plusieurs boîtes dans la boîte, bah, je vois d'autres dirigeants, on sent que le niveau d'adoption est pas le même partout. Alors, il n'y a pas de personnes en train de dire non, arrêtez, etc., évidemment, mais on sent qu'il. Voilà, et rien que voilà, la petite résistance côté dirigeant, dans ma tête, je me dis, ça va être quand même ça va être quand même un peu galère, quoi. Et plus le temps passe et plus on en fait, plus on augmente sa perception, plus on augmente son esprit d'analyse, et plus on se dit, si la résistance augmente, ça va. J'ai peur de perdre ce côté grisant du truc, quoi. Mais ce que je dis là est extrêmement égoïste, évidemment. Euh, mais comme Juliette, enfin voilà, je kiffe mon job et c'est vrai que quand je parle avec ce qui se passe, par exemple, dans la boîte chez ma copine ou avec des potes qui ont pris voilà, des chemins toujours dans la tech ou quoi de ma promo, et quand j'écoute leurs histoires et que je les interroge, je me dis, mais waouh, c'est tellement loin. Du coup, je me dis, mais demain me retrouver là-dedans, enfin, j'ai vraiment Mm. une très 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 bonne raison, quoi. Je peux pas dire jamais, on sait pas de quoi la vie est faite, Oui, tout à fait. C'est mais aujourd'hui, en tout cas, franchement, voilà, ta réponse est celle-là aujourd'hui, et ouais. puis la vie. Alors, juste avant qu'on se quitte, en tout cas que j'arrête l'enregistrement, deux informations. D'abord, quand même, on a la chance d'avoir des livres. Donc, si vous voulez retrouver Juliette et Rémi, parce qu'il n'y a pas encore de livre sur Herman Titon, Non. mais voilà, Juliette et Rémi sont dans les livres que vous voyez là. Donc, celui qui est paru il y a quelques mois en français en tout cas, qui était Raise the Bar d'abord en anglais, puis maintenant Réussir en équipe, qui raconte l'histoire d'Aramis, et on voit Juliette en action dans avec certaines de ses équipes. Et puis celui où on va retrouver Rémi, c'est Learning to Scale à Théo Group, qui est donc un livre là aussi écrit par plusieurs personnes à chaque fois, mais où on voit justement dans le groupe Théodo comment se diffuse et de différentes manières cette culture lean, par des Kaizen, par tout un tas de choses, et notamment par le Gemba Walk, évidemment aussi des dirigeants au sens large tout le temps. Donc ça, c'est vraiment, on a la chance d'avoir des témoignages d'entreprises voilà, qui sont vraiment intéressants. Donc n'hésitez pas à les lire cet été, par exemple. En plus, enfin, alors, bon, Learning to Scale à Théo2 Group, il est en anglais, mais Réussir en équipe est en français, et c'est vraiment comme une histoire. Je vais faire un peu de pub. Les Learning to Scale à Théodo Group, il y a des articles qui ont été écrits par Catherine et on les a traduits. Ils sont disponibles tous, Aussi, pas très bien rangés, je crois, parce qu'on les a pas tous dans le traduits site, dans sur le l'ordre site. sur le site, mais du coup, parce qu'on les avait pas traduits dans l'ordre, je pense, et on s'est planté dans le delivery d'un, mais ils sont traduits déjà. Bon, voilà, Euh, donc voilà. Il n'y merci aura pas les Marc. commentaires, qui Voilà. sont vachement bien d'ailleurs. Donc du coup, si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur les expériences de nos lean officers, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis moi, je vais j'ai déjà vous remercier tous, ben voilà, nos trois lean officers, et puis ceux qui nous ont suivis jusqu'à cette heure tardive pour un mercredi soir, et puis qui avaient participé avec vos témoignages, vos questions, vos commentaires, et c'est super. Donc merci beaucoup. On se retrouve pour le prochain Lean Connection en septembre. Et 2 mois sans pour les vacances. Et alors, on a trouvé la date avec Mickaël, puisque là, ça sera un Lean Connection avec Mickaël sur un livre de la littérature Lean. Ça sera le 20 septembre. Mais, euh, mais je ne sais pas encore de quel livre. Nous n'avons pas encore choisi le livre, donc je ne peux pas vous en dire plus. Il faut qu'on en trouve un. On en a déjà lu pas mal. Moi, j'en ai deux, trois en tête, mais je ne sais pas sur lequel voilà, il aura envie de parler. Je ne vous ai pas partagé la vision du chat GPT, du Lean Officer par chat GPT. Je vais vous le faire parce que quand même, c'est rigolo. Alors non, ça, je vais le trouver là. Ça va être là.
On voit si ça correspond. Alors, c'était la slide d'après. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse lire. Mais globalement, c'est pas parfait, évidemment. Il y a plein de choses sans doute à revoir. Mais c'est quand même pas si mal. Ce qui n'est pas forcément rassurant d'ailleurs. Donc, je laisse à l'écran quelques secondes pour que vous puissiez regarder. Je l'ai régénéré 2, 3 fois pour voir. C'était à la fois mieux sur certains aspects, à la fois moins bien. Donc, j'ai gardé la première version. Je le trouve meilleur en français qu'en anglais, étonnamment. Ah, moi, Parce j'ai que cherché en français. Ouais. je l'ai cherché en anglais et il m'a dit, excuse-moi, je date que de 2021 parce que je ne paye pas, j'ai PT4. Et il m'a dit, Lean Officer, c'est pas hyper répandu. Alors, je lui ai demandé Kaizen Officer, il était un peu plus clair. Écoute, moi, je l'ai Euh, fait là aujourd'hui et sur une version gratuite, puisque je ne paye pas non plus. Hein, donc, mais je me suis dit quand même, je ne peux pas aller demander à Google sans demander ensuite à ChatGPT pour voir s'il y a des choses. Voilà. C'est notre évolution. Je sais pas, ouais, je sais pas où elle nous mènera non plus, mais en tout cas. Donc voilà, bon, l'objectif ultime d'un Lean Officer est d'établir une culture d'amélioration continue au sein d'une organisation où chaque employé est engagé à identifier et à résoudre les problèmes, à réduire les gaspillages et à optimiser les processus afin d'offrir une meilleure valeur aux clients et d'atteindre l'excellence opérationnelle. C'est un peu bancal sur certains termes pour les puristes, c'est clair, mais c'est pas totalement faux quand même. Voilà, donc on va dire qu'au bout de 10 régénérations, peut-être que ça sera formidable. Donc voilà, ah, on aura partagé ça. peut-être d'ici 6 mois. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous voulez encore rester quelques minutes pour échanger, avec plaisir. Et je vous souhaite en tout cas à tous un très bel été et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.